Et l'invité ce matin, Jean-Eudes Duménil, secrétaire général de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Bonjour Jean-Eudes Duménil. Bonjour. Les petites et moyennes entreprises face à l'envolée des factures, de l'énergie, on va voir ça. La réforme des retraites, qu'en pensent les patrons, et puis l'emploi, les salaires. Autant de questions que nous allons essayer d'aborder. Commençons par la réforme des retraites. Elisabeth Borne vous a reçu, comme les syndicats. La première ministre veut toujours reculer l'âge de départ, alors 65, 64 ans. Les syndicats sont unis contre le projet. Et vous, les patrons des PME? Nous, les entreprises sont dans une logique pragmatique. Le pragmatisme, c'est quoi? C'est constater l'allongement de la durée de la vie, et c'est tant mieux, et la diminution du nombre d'actifs par rapport aux retraités. On peut s'appuyer sur quelques chiffres assez simples. En 1950, 5 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, 1,7. Et en 2050, 1 actif pour un retraité. Donc ça sera tout simplement insupportable. Une personne ne peut pas, travaillant, ne peut pas en avoir une en charge qui sera la retraite. Donc il faut effectivement réformer le système pour changer ça. Oui, et réformer le système. Vous demandez quoi? Vous demandez 64, 65 ans? Est-ce que il y a un totem autour de l'âge? Non, la décision, elle appartient évidemment au pouvoir politique. Ce qu'on sait, c'est que le rendement, entre guillemets, financier n'est pas le même. Si c'est 65 ans, ça rapporte toujours, entre guillemets, 32 milliards d'euros. À l'inverse, si c'est 64 ans avec les 43 annuités, et Elisabeth Borne s'est prononcée là-dessus, c'est 22 milliards. Donc oui, c'est pas la même chose. Ouais. Par contre, nous, ce qu'on dit, et ce qui semble-t-il figure dans la réforme, c'est qu'il faut à tout prix maintenir le dispositif carrière longue, c'est-à-dire les gens qui ont commencé à bosser plus tôt doivent pouvoir continuer à partir plus tôt. Et puis, naturellement, il faut prendre en compte aussi ce qu'on appelle l'usure professionnelle. Les métiers considérés comme pénibles, on doit en tenir compte et articuler ça avec la durée de travail. C'est-à-dire qu'après, ça pourrait être des négociations par branche, dans des secteurs où on sait que c'est un petit peu plus pénible que d'autres, où il y a, je sais pas moi, plus de stress aussi, parce qu'on parle souvent des métiers physiques, mais il n'y a pas que cela, bien sûr, quoi. C'est-à-dire que la difficulté, c'est précisément d'arriver, d'une part, à identifier les métiers qui sont considérés comme pénibles, et puis ensuite prendre en compte l'exposition de chacun. En clair, si vous avez été carreleur, puisque c'est toujours l'exemple qu'on prend, carreleur pendant 5 ans, et qu'ensuite vous avez été dans un bureau, est-ce que réellement vous devez partir plus tôt en considérant que vous avez été exposé à la pénibilité? Sans doute que non. Par contre, si c'est toute votre carrière en tant que carreleur, évidemment, il faut en tenir compte, parce que c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, c'est beaucoup plus compliqué. Oui. Jean-Eudes Duménil, il y a aussi la question autour de l'emploi des seniors, parce que la réforme pourrait contenir un index sur l'emploi des seniors, sur le modèle un peu de ce qui existe pour la parité homme-femme, qui a été mis en place déjà. Est-ce que c'est une bonne solution? C'est-à-dire que vous seriez contrôlé, vous, les entreprises, sur l'emploi des seniors? Alors d'abord, on n'aime jamais être contrôlé par définition, être pointé du doigt. Sur la question de l'emploi des seniors, c'est un vrai sujet. Et c'est un vrai sujet qui n'est pas simplement du côté de l'entreprise. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que culturellement, jusqu'à présent, tout le monde était d'accord pour partir plus tôt. Les salariés le souhaitaient. L'État avait des dispositifs qui incitaient à partir plus tôt. Et puis du côté des entreprises, notamment des plus grandes, il y avait effectivement une gestion des carrières qui faisait qu'à partir d'un certain âge, on vous mettait dehors. Ce qui n'était pas nécessairement le cas des petites boîtes. Vous avez une expérience professionnelle. Alors dans les petites, c'est différent. Alors maintenant, pour répondre à votre question sur l'index en lui-même, si cet index vise simplement à une prise de conscience, c'est-à-dire à dire voilà la pyramide des âges dans l'entreprise et voilà réellement le nombre de seniors, ce qui va se passer dans les années qui viennent, pourquoi pas? Par contre, si c'est pour avoir des sanctions, ça n'a aucun sens et ça risque d'être contre-productif, on l'a vu par le passé. Oui, honnêtement, dans les PME, est-ce qu'on se bat aujourd'hui pour garder les salariés après 60 ans et donc jusqu'à 64 ou 65 ans? Je n'ai pas l'impression que c'est le cas. Non, on ne peut pas dire ça. Non, vous avez raison. Vous vous battez pour une réforme pour l'allongement et en même temps... Oui, mais alors là où on se bat justement pour essayer de modifier les comportements, parce que c'est bien une modification des comportements, et je le répète, du côté des salariés et du côté des entreprises, mais pas simplement du côté des entreprises, je répète ça. Oui, parce que du côté des salariés, à partir de 55 ans, dans beaucoup de secteurs, on pense déjà à la retraite. Et du côté des entreprises, à partir de 55 ans, on se dit, celui-ci, quand est-ce qu'on va s'en séparer, quoi? Donc on doit jouer sur les deux tableaux. Et pour jouer sur les deux tableaux, il y a un certain nombre de mesures que nous, on avait proposées. Certaines ont été retenues. Par exemple, quand vous avez ce qu'on appelle le cumul emploi-retraite. C'est-à-dire que vous êtes à la retraite et vous reprenez un boulot. Jusqu'à présent, vous continuiez à cotiser pour la retraite, alors que vous cotisiez à fonds perdu, puisque vous aviez liquidé vos droits. Là, dans le projet, semble-t-il, vous pourrez
continuer à cotiser pour à nouveau liquider vos droits un peu plus tard avec davantage de retraite. Déjà, c'est incitatif. Ouais. Qu'est-ce qui tient la route pour l'instant? C'est, selon vous, du côté d'Elisabeth Borne, c'est l'idée de 64 ans plutôt? Alors c'est difficile d'avoir un sentiment, attendez, comme l'a dit Laurent Berger. Non, mais vous l'avez rencontré. Mais on a plutôt l'impression que la position la plus dure de départ, qui était 65 ans, on a l'impression qu'elle est plus ouverte aujourd'hui. Voilà. Alors après, on sait très bien qu'il va y avoir des mouvements sociaux, et puis il y a des positions de départ sans doute un peu plus dures, et des choses qui sont prêtes à lâcher derrière. Mais ça, encore une fois, c'est le rôle du politique. Est-ce que Jean-Ed Duménil, vous, représentant des petites et moyennes entreprises, vous craignez des mouvements sociaux, justement? Alors on les craint, oui, on les craint pour une raison très simple, c'est qu'on en a vécu beaucoup ces derniers temps, et on sait très bien ce que ça signifie pour les entreprises, avec un risque de blocage de l'économie et évidemment des conséquences économiques et sociales. Regardez ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça sur le carburant, alors que c'était une minorité de grévistes et que de surcroît il y avait des accords qui avaient été pris, une minorité ont suffi à mettre à l'arrêt une partie de l'économie avec des conséquences dramatiques pour certaines entreprises. Donc c'est bien ça qu'on craint, oui. Oui, avec bien souvent un mouvement qui est dans le public et un peu moins dans les entreprises privées, c'est beaucoup plus difficile. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a très peu de syndicats de salariés dans les PME. Il y en a quasiment pas. D'ailleurs, c'est un problème pour vous de ne pas avoir des syndicats représentatifs pour discuter un petit peu comme ça se fait dans les pays nordiques. En tout cas, c'est un problème parce qu'effectivement, le prisme qui est celui d'un certain nombre d'organisations syndicales, et entre nous, il y a aussi une méconnaissance dans certaines instances gouvernementales de la réalité des PME, c'est que bien souvent, on raisonne par rapport aux grandes entreprises et non pas par rapport aux PME. Donc nous, ce qu'on a proposé à la CPME, c'est ce qu'on appelle un test PME. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une mesure soit prise, on commence par regarder concrètement qu'est-ce que ça signifierait pour les PME avant d'aller plus loin et de l'étendre. Bon, voilà, on a un succès d'estime pour l'instant, mais ça n'a pas encore été mis en place. Il y a la réforme des retraites et puis ce qui fait grincer des dents, et notamment aussi chez les salariés, dans les PME un peu partout, ce sont les salaires. Où en êtes-vous du côté des PME sur les augmentations de salaire face à l'inflation et évidemment à la hausse des prix? Dans les enquêtes qu'on fait régulièrement à la CPME, on a à peu près la moitié des entreprises qui comptaient augmenter les salaires au 1er janvier et à peu près une autre moitié, sans doute il y a évidemment un cumul entre les deux, qui souhaitaient mettre en place des dispositifs type collectif, par exemple la prime de partage de la valeur. Donc, vous voyez, donc en tout cas il y a une vraie prise de conscience du côté des entreprises que si vous n'augmentez pas les salaires, vos salariés auront des difficultés et risquent de vous quitter. Maintenant, on ne peut donner que ce qu'on a, et c'est vrai que là où l'entreprise a des difficultés, elle n'est pas en capacité d'augmenter les salaires. Alors, donc, pas d'illusion, ça ne se fera pas partout pour cette raison. Parce qu'il y a des boîtes qui ne peuvent pas, tout simplement. Parce qu'il y a notamment le problème de l'énergie, les factures qui se sont envolées, les PME sont touchées. Vous avez vu, il y a eu ce geste qui a été accordé aux boulangers, c'est-à-dire un report. Enfin bon, il y a eu tout un système qui a été mis en place. Est-ce que vous demandez la même chose, vous, pour l'ensemble des PME, des petites Alors et moyennes entreprises? l'énergie, c'est le sujet aujourd'hui. C'est le premier sujet. Effectivement, les boulangers ont obtenu. Alors, dans les choses qu'ils ont obtenues, il y a notamment un point qui nous semble important, c'est que aujourd'hui, quand vous signez un contrat avec un énergéticien sur l'électricité, bien souvent, vous êtes engagé pour une période de 3 ans. Donc, autrement dit, si vous signez, par exemple, comme c'était le cas l'été dernier, à 1 000 € le mégawattheure, pendant 3 ans, vous paierez votre électricité à ce prix-là. Et votre voisin qui, lui, a signé 3 mois plus tard avec un mégawattheure à 400 €, pendant 3 ans, il aura 400 €. Donc c'est une concurrence au sein d'un même secteur qui est impossible. Et les énergéticiens nous disent, ah ben non les gars, vous êtes engagés pour 3 ans, c'est fini. Bon, donc, ce qui a été obtenu hier, c'est précisément la possibilité pour les boulangers de dénoncer le contrat en cours, de renégocier ou de se tourner vers quelqu'un d'autre. Et évidemment, cette possibilité, je le répète, qui est loin d'être neutre, il faut que ça puisse être pour toutes les entreprises, quelles qu'elles soient. Tant mieux pour les boulangers, mais il y a d'autres secteurs. Donc vous dites à Bruno Le Maire, là, vous le faites pour les boulangers, donc il va falloir faire au cas par cas, ou alors d'une façon générale. Surtout qu'on nous dit, le quoi qu'il en coûte, c'est fini, on n'a plus d'argent, ce qui est vrai, ça peut sentir sur les raisons, mais ça c'est un autre sujet. Là, il ne s'agit pas d'une mesure de quoi qu'il en coûte, puisque ça ne coûte rien à personne, si ce n'est qu'il y aura une espèce de saine concurrence et que les entreprises ne sont pas pieds et poings liés avec les énergéticiens. Bon, j'imagine que vous avez
avez déjà sonné du côté de Bercy, Jean-Hugues Duménil. Est-ce que vous avez des réponses à ce sujet sur cette révision des contrats possibles pour vous? Alors écoutez, vous savez qu'on a énormément d'entreprises, puisqu'on réunit 250 000 entreprises et beaucoup d'organisations professionnelles. Les boulangers sont à la CPME, les restaurateurs hôteliers le sont aussi. Qui sont reçus aujourd'hui. Oui. Donc on verra aujourd'hui. Ils vont évidemment formuler cette demande. Quelle est la réponse qui est faite? Et naturellement, on montera au créneau. Et je le répète, c'est une question de cohérence sans coût supplémentaire pour la collectivité. Donc on ne vienne pas nous parler de cadeaux aux entreprises, ça n'a rien à voir. Bon, Jean-Hugues Duménil, un mot sur l'emploi aussi, sur le front d'emploi. Vous allez vers le plein emploi comme le dit Emmanuel Macron ou pas? Où en sont les PME? Écoutez, elles en sont à quelque chose qui est relativement surprenant d'ailleurs, parce qu'on a quelques craintes sur le maintien de l'activité économique, mais pour l'instant elle se maintient. Et les entreprises aujourd'hui, dans leur immense majorité, 94% de celles qui cherchent à recruter, selon la dernière enquête, ont des difficultés pour le faire. Donc aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué de recruter. Et dans le même temps, et c'est ça le paradoxe, vous avez encore près de 3 millions de personnes qui sont indemnisées par Pôle emploi. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui Qu'est-ce qui ne va pas alors? Bah oui, mais alors qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez il y a beaucoup de choses. Il y a évidemment l'inadéquation entre l'offre et la demande. Il y a la question de la formation professionnelle. Il y a un sujet de l'orientation qui est dans plus long terme. Et puis, il y a aussi un sujet d'accompagnement des demandeurs d'emploi vers la reprise d'emploi et l'incitation. En clair, si dans certains cas, vous gagnez pratiquement la même chose en travaillant ou en ne travaillant pas, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas très incitatif. Oui, c'est ça. Alors la réforme de l'assurance chômage, là, il y avait la fameuse mesure controversée, diminution de 40% d'indemnisation sous les 6% de chômage. Visiblement, c'est retiré. Et ça allait dans le bon sens pour vous? Alors non, c'est pas tout à fait retiré. Alors, ce qui est retiré, c'est quand le chômage atteindra 6%, on diminue la durée d'indemnisation de 40%. Ça, c'est retiré. Mais ce qui n'est pas retiré, c'est quand le chômage atteindra 7%, et on n'en est pas très loin, la durée d'indemnisation, à ce moment-là, sera réduite de 30%. Mais objectivement, ça nous semble assez cohérent, parce que ça jouera dans l'autre sens. C'est-à-dire que si le chômage reprend, la durée d'indemnisation, elle, sera allongée. C'est assez logique que quand l'économie tourne à plein régime et que les entreprises ne parviennent pas à recruter, on incite les gens à reprendre un emploi en diminuant leur durée d'indemnisation. Et ce qu'on sait pertinemment, ce qui est logique d'ailleurs, c'est que les demandeurs d'emploi dans la dernière période d'indemnisation multiplient les démarches pour retrouver un emploi. Et c'est parfaitement cohérent. À propos d'emploi, vous êtes toujours favorable à la création d'un titre de séjour pour des métiers en tension ou pas? Nous, ce qu'on dit là-dessus, c'est que il y a des questions humaines, évidemment, pour les gens qui sont directement concernés, mais pas que. Il y a aussi des questions pour les entreprises qui sont concernées. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes chef d'entreprise, vous recrutez quelqu'un qui est régulièrement sur le territoire national, qui a un titre de séjour, qui vous donne parfaitement satisfaction, et au bout d'un an, par exemple, son titre de séjour tombe. Vous vous retrouvez employeur de quelqu'un qui n'est pas régulièrement sur le territoire national, alors que vous n'y êtes absolument pour rien. Et c'est certainement pas à vous d'aller contrôler la situation. Chacun son rôle. Il y a suffisamment de fonctionnaires pour faire ce genre de choses. Bon, si on résume aussi, Jean-Hugues Duménil, pour revenir là sur l'énergie, en conclusion, sur le report de charges, vous dites quoi alors? Eh bien, ce qu'on dit, c'est que les entreprises sont déjà largement endettées, qu'aujourd'hui, elles doivent rembourser le PGE, le fameux prêt garanti par l'État, je vais y arriver, qui a été consenti au moment de la crise Covid, et que si elles n'ont pas suffisamment de visibilité, le report de charges ne changera absolument rien. Ne sert à rien, le report de charges. Peut-être dans certains cas, mais en tout cas, c'est pas ça qui va modifier durablement la donne. Le vrai sujet, c'est que il faut à tout prix qu'on retrouve un prix de l'énergie qui soit acceptable. Là, on a eu encore un exemple hier d'un fromager qui payait 4 500 € par mois et qui va se retrouver par an et qui va se retrouver à payer 30 000 €. Vous voyez bien que même avec les 40% d'aide, il lui reste encore 15 000 € à payer. Dans certains cas, c'est insupportable. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il faut trouver des solutions au cas par cas pour ces entreprises-là. Auprès des fournisseurs d'énergie, faire pression. Oui, et avec l'appui de l'État, parce que sinon, quand vous êtes une PME et que vous êtes un petit pousset par rapport à un énergéticien, il faut prendre la règle et taper sur les doigts, alors, un peu aux fournisseurs. En tout cas, il faut être en capacité de se faire entendre. Oui. Merci beaucoup, Jean-Hugues Duménil, le secrétaire général de la CPME, d'être venu ce matin au micro Sud Radio. Merci à vous.